bienvenue à tous à ce troisième webinaire et dernier webinaire de l'année que nous organisons autour du ZAN. Je suis Annabelle Princojean, fondatrice d'Être et Avoir, et j'accompagne Humanité et Biodiversité depuis 2 ans sur le sujet du ZAN. Vous êtes nombreux aujourd'hui et venant d'horizons différents. Donc, on a des collectivités, des aménageurs, des entreprises de la construction, des infrastructures linéaires, des bailleurs sociaux, des bureaux d'études, des institutions, chercheurs et consultants. Et cette diversité, elle illustre d'ores et déjà que le ZAN ne se traite pas seul, mais collectivement. En effet, pour répondre aux objectifs de zéro artificialisation nette des sols, nous avons besoin d'une mise en mouvement collective, de partage d'expériences, d'outils, de guides méthodologiques, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, on a un programme riche avec la présentation de 3 guides méthodologiques et la restitution de l'atelier ZAN que nous avons organisé au Forum de diversité et économie. Nous commencerons ce webinaire par une présentation succincte du guide que nous avons fait sur ZAN, comment le secteur de l'immobilier et de la construction peut-il s'engager. Puis nous aurons la présentation de 2 nouveaux guides pour aider de façon opérationnelle à répondre à ces enjeux, avec donc la présentation de la publication de l'Office français de la biodiversité et de la mission économie de la biodiversité sur la renaturation des sols. Cette publication, elle met vraiment les sols vivants au cœur de nos modes d'aménagement des territoires. En effet, la renaturation, elle doit permettre de restaurer et d'améliorer la fonctionnalité des sols et les services écosystémiques. Pour cela, cette publication nous apporte des éléments juridiques, techniques et financiers sur les actions de la renaturation, et elle illustre de propos concrets. Donc, ce sera Kathleen Monod, coordinatrice thématique aménagement du territoire à l'OFB, et Valentine Norève, chargée de projet outils de suivi de la biodiversité à la CDC Biodiversité, qui nous présenteront cette étude, et elles en sont d'ailleurs les auteurs avec Jean Castin de la CDC Biodiversité. Ensuite, nous aurons la présentation du guide pratique de la reconversion des friches. Les friches, elles constituent un véritable gisement foncier de plus en plus stratégique, tant pour des raisons de sobriété que de transition écologique. Et donc, pour accélérer leur reconversion, le LIFTI, le Laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes, vient de publier un guide pratique à l'intention des porteurs de projets, des propriétaires et de tous les acteurs de la filière foncier aménagement immobilier. Cette publication a été faite avec la contribution active des membres du LIFTI, qui sont des acteurs publics et des acteurs privés. Ce guide propose une approche qui est transversale de la question foncière avec des angles stratégiques et opérationnels. Laurent Galdema, président de ODD Ingénieurs Conseil, président du syndicat national des bureaux d'études en énergie et en environnement, co-animateur du comité économie circulaire du foncier du LIFTI et membre du LIFTI, nous fera la présentation, et c'est Laurent qui a piloté la réalisation de ce guide. Et enfin, nous reviendrons sur les fiches opérationnelles qui ont été proposées par les participants lors de l'atelier au forum biodiversité et économie. Donc, toutes ces présentations seront ensuite, il y aura un temps dédié aux questions-réponses. Voilà. Sandrine, est-ce que tu veux ajouter un mot? Non, je me réjouis. Là, je vois qu'on a beaucoup de participants. Je te remercie, Annabelle, pour la préparation de cet atelier, et avec Kathleen, et je salue nos partenaires du LIFTI. Et j'espère que ce dernier webinaire plaira à l'ensemble de nos participants, et que nous aurons l'occasion de pouvoir continuer sur le sujet en 2023 pour aller encore plus loin et amener le maximum d'acteurs publics et privés à s'engager dans la démarche zéro artificialisation nette. Alors,
Avant de parler du guide à proprement parler sur le ZAN que nous avons publié cette année, je voulais revenir sur vraiment le credo de humanité et biodiversité qui est de placer la biodiversité au cœur de nos sociétés, avec notamment des actions de plaidoyer et d'apport de connaissances. Le sujet de l'artificialisation des sols, de la fonctionnalité des sols a été abordé depuis de nombreuses années chez Humanité et Biodiversité. Il y a eu une première publication en 2018 sur la contribution de la compensation écologique à un modèle économique de renaturation des friches urbaines et périurbaines. Ensuite, en 2021, nous avons été partenaires de la CDC Biodiversité avec un guide à destination des aménageurs publics sur la mise en œuvre du ZAN. Et enfin, ce dernier guide que nous avons souhaité faire, puisque, on l'a dit au début, c'est un sujet qui se fait collectivement, et les entreprises, elles ont un rôle pour être moteurs dans la mise en œuvre de cet objectif ZAN, sans uniquement se reposer sur l'intégration de cet objectif à la planification des collectivités territoriales. Donc, c'est un guide méthodologique qui est en 3 parties. La première partie, on revient sur les données de l'artificialisation des sols, sur la biodiversité. Ça répond finalement à pourquoi faire une stratégie ZAN. Eh bien, déjà, l'article 191 de la loi Climat et Résilience d'août 2021 fixe l'obligation pour les territoires de réduire, vous le savez, de moitié le rythme de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2030, avec un enjeu qui est en 2050 d'arriver à une absence d'artificialisation nette du territoire. Donc, pour une entreprise, faire une stratégie ZAN, c'est aussi anticiper des futures contraintes réglementaires. Mais c'est aussi répondre à des enjeux environnementaux, comme les enjeux de biodiversité, de climat et de pollution. Ça répond également à des enjeux sociologiques, de santé, de bien-être et de qualité de vie. S'impliquer dans l'artificialisation des sols, c'est aussi s'impliquer dans son territoire, donc favoriser l'ancrage territorial, et c'est aussi un moyen de renforcer l'implication des salariés autour d'objectifs communs qui sont porteurs de sens. Le deuxième chapitre de cette publication, on a proposé de faire une stratégie ZAN en 5 étapes. La première étape, ça va être vraiment de s'acculturer au sujet de l'artificialisation des sols, de déterminer ce que l'artificialisation représente comme enjeu pour l'entreprise au niveau de ses activités, au niveau des matériaux utilisés, au niveau des sites en gestion ou des différents projets que l'entreprise peut avoir. L'objectif, ça va être d'évaluer les liens entre les activités de l'entreprise et l'artificialisation des sols. Donc, par exemple, pour un projet, on va faire un état initial et puis on va mesurer les impacts directs et les impacts indirects. Lorsque l'entreprise a fait cette première évaluation du lien entre l'artificialisation et les activités de l'entreprise, eh bien, elle va être en capacité de définir ses engagements pour stopper l'artificialisation des sols et avoir un impact positif sur la biodiversité. Le grand enjeu, ça va être de définir le périmètre de ces engagements. Tout cela implique une modification, une transformation de l'entreprise et donc de la gouvernance interne et externe. En interne, on va avoir notamment le besoin d'une implication forte du dirigeant, parce que l'on sait qu'une fois que le dirigeant est impliqué, les projets découlent plus facilement dans l'entreprise. Donc, une stratégie qui doit être soutenue au plus haut niveau. On recommande également de mettre en place un comité de suivi interne. Ça peut être un comité qui va être progressif. Ce comité, il peut être, par exemple, autour d'un site, autour d'un projet, ou bien plus largement sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. On est allé sur comment finalement inciter également les collaborateurs à aller vers ce sujet. Eh bien, on propose de mettre en place une rémunération variable sur les objectifs ZAN. Et aussi d'impliquer les salariés via de la sensibilisation en interne et à l'externe, notamment d'avoir une sorte de lobbying responsable par rapport à ces enjeux.
Sur la gouvernance externe, l'enjeu, ça va être bien de développer des partenariats avec des experts, avec des universités, avec des riverains, pour pouvoir aller plus en avant dans cette connaissance. On propose également que vous, en tant qu'entreprise, vous rejoigniez des groupes de travail sur ce sujet d'artificialisation des sols. Il y en a de plus en plus. À vous de choisir quels sont les groupes de travail qui correspondent le plus à vos enjeux et de vous impliquer là-dedans. Ces groupes de travail, ça permet d'améliorer sa connaissance du sujet, de partager ses expériences, de pouvoir se poser des questions et d'être enrichi par les autres. La gouvernance externe, ça va être aussi la mise en place d'un dialogue avec les parties prenantes sur ce sujet de l'artificialisation des sols. Et enfin, ce sera lorsque vous aurez défini ce que représente pour vous l'artificialisation des sols, défini des engagements et mis en place une gouvernance interne, vous pourrez communiquer sur vos engagements et bien sûr sur les résultats. La dernière partie, c'est la mesure. On gère ce que l'on mesure et donc on a fait un point spécifique sur les indicateurs. Comment se doter d'outils de mesure liés à l'artificialisation. Donc on parle du gradient d'artificialisation des sols, mais aussi d'indicateurs de biodiversité liés aux aménagements, d'indicateurs sur la qualité des sols et la fonctionnalité écologique des sols, des indicateurs sur les services écosystémiques et des indicateurs sociaux et environnementaux. Un petit point sur ces indicateurs. Vous savez bien qu'il n'existe pas d'indicateur spécifique ZAN, ni un seul unique indicateur sur la biodiversité, mais il y a de nombreux indicateurs. Donc, cette partie va être extrêmement importante de choisir ces indicateurs en fonction de la stratégie de l'entreprise, de ses activités et des actions qui sont mises en place pour le ZAN. Enfin, le dernier chapitre de notre guide est consacré aux solutions pour stopper l'artificialisation. L'article L101.2.1 du Code de l'urbanisme précise que l'artificialisation, l'absence d'artificialisation nette résulte de différentes actions, que sont la renaturation des sols artificialisés, on va en parler juste après, la qualité urbaine, la préservation, restauration de la biodiversité et nature en ville, la protection des sols, des espaces naturels, agricoles et forestiers, l'optimisation de la densité de l'espace urbanisé, la maîtrise de l'étalement urbain et le renouvellement urbain. Tout ça avec un prisme, bien sûr, éviter, réduire, compenser, avec, je le rappelle, éviter en premier lieu, réduire et compenser en dernier recours. Sur chacun de ces différents domaines d'action qui constituent cette fleur, nous avons proposé des pistes d'action sur lesquelles s'engager, des solutions qui existent pour y répondre et les façons de les intégrer dans la stratégie de la mesure des externalités de l'entreprise. C'est un sujet qui nécessite de l'engagement, des objectifs clairs, de la coopération et des moyens humains et financiers. Donc, au final, intégrer le sujet de l'artificialisation des sols, de la qualité et de la fonctionnalité écologique des sols pour une entreprise, c'est aussi s'intégrer à son environnement local, agir sur la santé humaine et sur celle de l'environnement et sur l'équilibre des écosystèmes. Voilà très rapidement la présentation de notre guide. On vous donnera tous les liens vers les guides à la fin de cette réunion. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il n'y a pas de questions, ce que je peux comprendre, puisque ce n'est pas la première fois qu'on le présente. Je vais donc laisser la parole à Kathleen et Valentine pour nous présenter la publication « Renaturer les sols, des solutions pour des territoires durables ». Merci beaucoup, Annabelle, et merci aussi à Sandrine de nous avoir conviés à participer à ce dernier webinaire de l'année sur le ZAN et donc de nous donner l'opportunité avec Valentine de vous présenter cette publication. Alors, ce que je tiens toujours à rappeler au préalable, c'est vrai que c'est l'Office français de la biodiversité et la mission économie de la biodiversité de CDC Biodiversité qui en sont à l'origine, mais c'est surtout une publication qui est issue finalement
des travaux qui sont menés par nos partenaires, et voilà, qu'ils soient établissements publics, associations, ONG d'ailleurs, ou associations représentatives de collectivités, entreprises. Et voilà, donc c'est vraiment une publication qui est le fruit d'un certain nombre de retours d'expériences dont on a pu bénéficier. Je vois qu'il y a Guillaume Lemoine et Xavier Marier qui participent cet après-midi. Donc, ils nous ont alimentés en un certain nombre de retours d'expérience, et je les remercie encore. C'est vrai qu'on a pu aussi s'inspirer d'une riche bibliographie. Il y a les travaux d'humanité et biodiversité qu'on a d'ailleurs cités dans cette publication sur la renaturation des sols. Et puis, il y en a d'autres. Voilà, j'ai vu qu'il y avait Rémi aussi qui était présent cet après-midi, donc les travaux de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et comme finalement ce que tu viens de dire, Annabelle, nous aussi, on s'est nourri d'un certain nombre de groupes de travail, de séminaires. Je pense aux Assises nationales du foncier et des territoires qui ont été organisés notamment par le LIFTI, et qui ont permis aussi de discuter des enjeux liés à la renaturation des sols, et j'allais dire de nous faire digérer, maturer une certaine réflexion sur le sujet qu'avec Valentine et Jean, on a souhaité mettre sur le papier. Donc, c'est un peu ça, cette publication. On l'a structurée en 3 volets assez classiquement: comprendre, agir, financer. Et on va commencer bien évidemment par le volet comprendre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de renaturation des sols? Alors, on va peut-être pas tout pouvoir vous présenter en 10 minutes avec Valentine, mais en tous les cas, on espère qu'on vous donnera envie de la lire. Donc, sur le comprendre, donc la diapo suivante, merci Annabelle, c'est vraiment... on n'a pas cherché finalement à solder les débats autour de cette notion, parce que c'était pas ça qui nous intéressait le plus. On a eu un parti pris, voilà, parce que c'est vrai que dans le langage commun, quand on parle de renaturation des sols, il y a un certain nombre de synonymes qui arrivent sur la table. On parle de restauration écologique, on parle de régénération, de réhabilitation. Pour certains, ça se résumera souvent à de la replantation, de la revégétalisation. On n'a pas cherché à faire un lexique de tous ces termes et à dire voilà celui qui est le plus adapté. Nous, on a fait simple, on est allé voir ce qu'il y avait dans la loi climat et résilience, et on a pris la définition de la loi climat et résilience sur la renaturation des sols, que tu as déjà mentionné, Annabelle, donc je ne vais peut-être pas m'arrêter sur ce sujet-là. Mais en tous les cas, pour nous, c'était une définition importante, donc qui est fondée sur les fonctions des sols. Et ce n'est pas cet après-midi que je vais rappeler à quel point les fonctions des sols sont essentielles, à la fois pour l'adaptation au changement climatique, mais aussi pour la reconquête de la biodiversité. Et pour nous, finalement, prendre ce parti d'avoir une renaturation des sols qui est le synonyme de refonctionnalisation des sols était important. Donc peut-être sur la diapo suivante, vous dire, et Annabelle l'a déjà dit aussi, que à plusieurs reprises dans la publication, nous nous attachons à rappeler que certes, la renaturation peut être un levier dans la mise en œuvre de l'objectif zéro artificialisation nette, mais que le levier principal, c'est celui que vous voyez voilà, en orange sur la diapo, c'est vraiment la limitation de l'artificialisation, et c'est vraiment dans le éviter et le réduire que les leviers sont sans doute les plus importants pour atteindre la mise en œuvre de l'objectif zéro artificialisation nette. Et c'est vrai que comme les impacts sur la ressource sol sont parfois difficiles à évaluer, mais aussi difficilement réversibles, il est vraiment crucial pour nous, et on l'a rappelé à plusieurs reprises, de réduire avant tout le rythme de l'artificialisation, et la renaturation des sols ne pouvant être envisagée qu'après avoir d'abord cherché à éviter et à réduire le processus d'artificialisation. Alors, cette définition issue de la loi climat et résilience, elle est intéressante aussi parce que dans ce cadre juridique, il y a une recherche d'articulation finalement des échelles territoriales qui a été faite. Et donc, dans la diapo suivante, on peut montrer qu'il y a vraiment finalement 2 échelles qui s'articulent. L'échelle de la planification territoriale,
où le bilan du zéro artificialisation net va être calculé à partir de 2031, où on sera dans finalement une sorte de calcul du solde entre deux flux, le flux de surface artificialisée et le flux de surface renaturée. Et puis, vous avez l'échelle du projet, où la loi renvoie à la mise en œuvre de la séquence éviter, réduire, compenser, et prévoit des dispositifs, j'allais dire, de mise en cohérence ou de mise en convergence, finalement, des mesures de compensation écologique avec des secteurs de renaturation qui vont pouvoir être identifiés dans les SCOT, donc des zones préférentielles de renaturation qui vont pouvoir être identifiées dans des SCOT, et des secteurs à renaturer sous forme d'orientation d'aménagement et de programmation qui vont pouvoir se trouver dans les plans locaux d'urbanisme. Et finalement, on se rend compte qu'il y a vraiment la volonté d'essayer d'améliorer finalement l'efficacité et les efforts individuels qui peuvent être faits en termes de compensation écologique et une planification territoriale à l'échelle des SCOT ou des PLU qui permettra d'identifier, j'allais dire, des zones un petit peu plus propices que d'autres à la mise en œuvre de ces mesures de compensation. On pourra revenir sur ce sujet-là dans ces échanges. Ce qui est essentiel à notre avis aussi de rappeler par rapport à cette définition multiscalaire, c'est que la renaturation, elle appelle à dépasser une logique projet par projet. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas sur 1 mètre carré renaturé nous donne le droit d'artificialiser 1 mètre carré. L'artificialisation, la mesure du zéro artificialisation net, elle se fait à l'échelle de la planification territoriale. Elle implique nécessairement une approche plus globale qui passe notamment par la planification territoriale. Mais on l'a dit, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de toutes les politiques d'aménagement, bien évidemment. Mais pour autant, il y a un vrai jeu d'échelle qui doit se mettre en place entre l'échelle du projet et l'échelle de la planification. D'autant que finalement, il y a deux logiques qui peuvent s'affronter, celle de la densification et celle de la renaturation. Et que le nœud de l'affaire, si je puis dire, c'est aussi d'arriver à concilier ces deux logiques sur la base de stratégies foncières et sur la base de connaissances territoriales un petit peu fines, comme celles qui peuvent exister sur les continuités écologiques, par exemple. Et c'est bien à travers l'exercice de la planification que les logiques de densification et les logiques de renaturation pourront se retrouver et pourront se croiser. Et c'est pour ça que dans la publication, on a décidé d'avoir dans le volet Agir, donc qui est le deuxième volet, à la fois des focus sur les stratégies territoriales de renaturation et sur les projets de renaturation en tant que tels. Donc sur le premier point, c'est-à-dire sur les stratégies territoriales de renaturation, on va mettre en avant plusieurs choses. Donc c'est la diapo suivante, s'il te plaît, Annabelle. Merci beaucoup. C'est l'intérêt, mais ça, vous en doutez tous et toutes, c'est l'intérêt des diagnostics fonciers à l'échelle des territoires pour identifier des potentiels de renaturation. C'est la définition de critères qui vont pouvoir aider à définir finalement la vocation d'un certain nombre de surfaces en fonction de leur état initial, mais aussi en fonction d'un certain nombre d'enjeux territoriaux. On pense aux enjeux liés à la gestion des eaux pluviales à la source, on pense aux zones qui peuvent être carencées, par exemple en espace vert, on pense aux îlots de chaleur urbain, on pense aux points noirs sur les continuités écologiques. Et c'est vrai que mettre en œuvre des opérations de renaturation dans ce type de zone va permettre d'avoir des opérations win-win, comme on les appelle, donc gagnante-gagnante sur un certain nombre d'enjeux territoriaux. Et c'est intéressant de pouvoir établir des critères qui vont permettre d'identifier ces zones. Et on aborde aussi la question des stratégies territoriales sous l'angle des outils qui ont été déjà développés par certains acteurs. On pense notamment aux études d'identification du potentiel de renaturation qui ont été menées en Île-de-France,
à la fois par le CEREMA sur la demande de la DRIEAT, la direction régionale en charge de l'environnement, de l'aménagement, etc., en Île-de-France, et les travaux qui ont pu être menés aussi dans le programme REGREEN par l'Agence régionale de la biodiversité Île-de-France, qui ont développé des méthodologies d'identification de potentiel de renaturation à grande échelle, c'est-à-dire à une échelle qui permet de faire le lien avec celle de la planification territoriale. Et dans cette publication, vous trouverez aussi un certain nombre d'outils d'aide à la décision, on l'a dit, mais aussi d'outils réglementaires de l'urbanisme qui permettent de concrétiser ces stratégies territoriales de renaturation. Donc, j'ai déjà évoqué les zones préférentielles de renaturation dans les SCOT et les orientations d'aménagement et de programmation au secteur à renaturer dans les plans locaux d'urbanisme. Mais vous avez aussi la possibilité de recourir à des emplacements réservés, à des coefficients de pleine terre ou des coefficients de biotope par surface, où on a évoqué aussi les projets territoriaux de biodiversité qui sont un outil développé par CDC Biodiversité. Voilà, donc je ne vais pas prendre davantage de temps parce qu'il est compté cet après-midi, donc je vais laisser à Valentine vous expliquer le deuxième point voilà, sur le volet agir. Merci Kathleen, bonjour à toutes et toutes. Donc effectivement, on vient de parler de comprendre la renaturation et de comment est-ce qu'on peut planifier cette renaturation. Et du coup, la prochaine étape dans notre publication, en tout cas, c'était comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des projets de renaturation à l'échelle vraiment des sites. Donc il y a plusieurs étapes si on veut mettre en place de telles actions. Tout d'abord, on va commencer par déconstruire ce qu'il y a sur place sur la parcelle. Ensuite, si on a un problème de pollution sur le site, il va falloir traiter pour supprimer cette pollution ou diminuer fortement le caractère polluant suivant les usages futurs du site. On va pouvoir ensuite réaliser la désimperméabilisation, donc supprimer le revêtement imperméable du site, reconstruire ou réhabiliter les sols, de manière à revitaliser les différents horizons du sol pour retrouver des sols vivants qui, généralement, ce n'était pas le cas avant la mise en place de ces actions de renaturation. Et enfin, on va travailler à la reconnexion fonctionnelle aux écosystèmes environnants et à la trame verte et bleue du site, puisqu'un site qui serait désartificialisé mais complètement enclavé sur son territoire n'aurait pas le même fonctionnement vis-à-vis des trames et de la biodiversité. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir travailler les objectifs de restauration pour qu'ils puissent être axés sur une bonne adéquation entre les propriétés, les fonctions et les usages du sol. Par exemple, tout ce qui est action de revégétalisation de bâtis ou l'implantation de surfaces éco-aménageables comme des murs végétaux, on ne va pas considérer ça comme de la désartificialisation, mais plutôt comme la réduction des effets négatifs de l'artificialisation. De la même manière, le réensauvagement, on ne va pas pouvoir considérer ça comme de la renaturation, puisque ça se fait vraiment sur du temps très long. Et du coup, la publication, elle prévoit de vous montrer en fait donc 8 fiches de projets de renaturation qu'on a trouvé inspirants. Donc, ce sont les diapos suivantes. Voilà, merci beaucoup. Le premier, c'est la zone industrielle de Port-Jarry. C'est mené par le Conservatoire du Littoral, donc c'est en Guadeloupe. Et donc, on peut voir à gauche, donc là, c'est un exemple. Donc, c'est une station essence bien connue, qui a été démontée pour laisser la place à un site beaucoup plus naturel. Il faut savoir qu'en plus, auparavant, les entreprises occupaient illégalement le domaine public. Donc, le Conservatoire du Littoral a pu travailler à la désartificialisation et à la restauration écologique de ces sites. La deuxième action, la slide juste après. Merci beaucoup. C'est l'école Paul Verlaine, parce qu'on voulait quand même traiter le cas de désartificialisation, de désimperméabilisation de cours d'école. Donc là, on ne va pas être dans de la désartificialisation à proprement parler au sens de la loi, puisqu'on va pouvoir remettre des revêtements perméables. Donc les travaux sont encore en cours, c'est pour ça qu'on n'a pas de photos définitives, mais ils vont pouvoir complètement désimperméabiliser, mettre des revêtements qui seront perméables pour améliorer la gestion des eaux et permettre des dénivelés à la fois intéressants à nouveau pour la gestion des eaux et aussi pour d'un côté pédagogique pour les élèves.
Le projet d'après, c'est le cimetière des Longs Réages à Meudon. C'est un cimetière que à CDC Biodiversité, on est très content d'accompagner via notre programme Nature 2050. Et l'idée, ça a été de passer d'un espace très minéral, on avait un cimetière qui était complètement détaché de son contexte à la fois urbain et paysager, comme vous le voyez sur la gauche, à un écosystème plus végétalisé, donc à nouveau pas complètement désartificialisé au sens de la réglementation, mais désimperméabilisé avec des revêtements perméables qui permettent un meilleur accueil de la biodiversité et un meilleur fonctionnement des sols. On a ensuite le projet du quartier du Grand Parc à Bordeaux, donc c'est un projet qui est encore en cours. À nouveau, on n'a pas de photo complètement de l'après, mais c'était important pour nous de maintenir ce côté travaux. Et du coup, on va pouvoir passer du quartier du Grand Parc, qui est donc typique des grands ensembles de bars et des tours de logement des années 60 qui ont été réalisés sur des zones humides remblayées, en partie polluées, à une amélioration fonctionnelle significative de la trame brune avec un vrai travail sur les sols. La slide d'après, c'est menée par l'EPF Hauts-de-France et c'est la renaturation de plusieurs terrils dans le bassin houiller. Donc la photo est assez parlante et en fait, ça permet à la fois de conserver le côté patrimonial de ces terrils tout en apportant un véritable intérêt pour la biodiversité. On a ensuite à nouveau un projet porté par l'EPF Hauts-de-France, qui est l'usine PCUK, donc qui était, vous voyez à gauche, la photo est assez impressionnante. C'était un des sites considérés comme les plus pollués de la métropole lilloise et qui a pu être complètement renaturé pour arriver à cette prairie que vous voyez sur la droite. Puis, il y a un autre projet porté par STB Matériaux et appuyé par l'EPF Hauts-de-France, c'est le travail sur la sablière du Villette-Houcq qui a permis de créer une mosaïque d'habitat beaucoup plus intéressante que ce qui était avant, notamment grâce à une gestion adaptée à la création de nouveaux habitats. Et le dernier, donc voilà, super, merci beaucoup. C'est l'espèce naturelle sensible d'Erethegia, donc dans le 64, où on a pu, donc c'est un projet porté par le département, où on est passé de ce que vous voyez là, le bâtiment qui est abrité les maîtres nageurs sauveteurs, et un parking avec une forte pente vers la plage, avec un réaménagement de la plage en pente douce, une suppression des enranchements, suppression du parking, diminution de la route, recréation de prairies et suppression des ouvrages hydrauliques qui empêchaient le bon fonctionnement hydraulique du site. C'est tout en ce qui concerne les exemples inspirants qu'on a pu mettre à l'œuvre dans cette publication. Du coup, je vais relaisser la parole à Kathleen pour vous parler du financement de ces actions. Oui, merci Valentine. Donc, vous l'avez compris, hein, nous, on est allé dans la publication, vous avez certains développements sur la nomenclature hein, qui a fait beaucoup couler d'encre ces derniers mois sur l'application et la mise en œuvre du zéro artificialisation nette. Vous trouverez dans la publication des éléments et des développements sur ce sujet-là. On n'a pas souhaité forcément en parler cet après-midi parce que ce qui pour nous était le plus important, c'était de vous montrer aussi les projets qu'on avait retenus, ces retours d'expérience inspirants qui se situent vraiment dans la volonté d'améliorer les fonctionnalités écologiques des sols et les services écosystémiques rendus. Et dans la publication, ce qu'on a essayé de faire ressortir aussi, c'est que finalement, que ce soit à travers la planification territoriale ou à travers les projets qui sont menés, la renaturation, ce n'est pas une couche de plus. C'est finalement une façon de croiser différents enjeux territoriaux que j'ai pu citer tout à l'heure en termes de réhabilitation de friches, de restauration de continuité écologique plus particulièrement urbaine, c'est vrai, mais on peut aussi imaginer des choses au-delà du milieu urbain. C'est l'occasion de mieux gérer souvent les eaux pluviales à la source. Et puis, c'est l'occasion d'être dans des logiques d'adaptation au changement climatique avec la promotion de solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et c'est vrai que je ne vais pas tout citer parce qu'il y a aussi des enjeux de santé, de bien-être, d'accès aux espaces verts, etc., qui sont importants. Donc, la renaturation, elle permet un peu de croiser tous ces enjeux, finalement. Mais ce qui fait qu'en termes de financement,
ces projets, ils sont tellement pluridisciplinaires et multi-compétences que parfois, ils avaient du mal. Enfin, je dis ils avaient parce que j'anticipe ce que je vais vous dire par la suite, mais jusqu'à présent, ils avaient un petit peu de mal à rentrer dans les silos des appels à projets classiques, qui ont des thématiques bien précises, etc. Donc, ce qui fait que ce sont souvent les budgets des collectivités qui ont été, voilà, qui ont été mobilisés pour mettre en œuvre des projets de renaturation ou leurs accompagnateurs, entre guillemets, établissements publics fonciers, Valentine l'a dit avec l'exemple de l'EPF, mais bien d'autres encore. Donc, voilà, donc on a souhaité quand même faire une petite liste des financements publics et privés qui pouvaient être mobilisés à l'appui de ces projets de renaturation, sachant que les choses évoluent aussi et vont sans doute encore évoluer par la suite. On a choisi de les distinguer par rapport à l'origine et le statut du financeur. On aurait pu trouver d'autres façons de les classer, mais en tous les cas, c'est ce choix qu'on a fait dans la publication, en commençant par des financements publics. Donc, je l'ai dit, financement des collectivités, quel que soit le niveau de collectivité, avec bien évidemment l'aide des départements aussi, puisque à travers la taxe d'aménagement et la part départementale de la taxe d'aménagement qui a été récemment ouverte aux opérations d'acquisition permettant d'accompagner les actions de renaturation des sols. Et puis, l'annonce qui a été récemment faite du côté de l'État de la mise en place d'un fonds vert pour l'accélération de la transition écologique des territoires, qui sera doté donc de 2 milliards d'euros, et au sein duquel la renaturation des sols et plus globalement des villes fait partie des aides susceptibles d'être apportées par l'État. On vous a mis aussi les différentes aides que vous connaissez sans doute déjà, Agence de l'eau, ADEME, ANRU, Banque des territoires, qui a développé 2 offres particulières, l'une sur la sobriété foncière, l'autre sur les stratégies d'adaptation au changement climatique. Dans la publication, vous verrez un tableau récapitulatif des différents outils mobilisables, que ce soit en termes de prêts, de consignation, d'aide à l'ingénierie, qui sont activables à partir de 2023 auprès de la Banque des territoires, les fonds européens, on l'a dit, etc., etc. Et l'ingénierie qui peut être offerte aussi par d'autres structures qu'on a souhaité citer, comme les CAUE, le CEREMA, les agences d'urbanisme, l'ANCT, les agences régionales de la biodiversité. Et je signale d'ailleurs à cet égard que l'Agence régionale de la biodiversité Île-de-France vient de sortir aussi une publication sur renaturer les villes, et les 2 publications se complètent assez bien voilà, dans le contenu qui est proposé. Valentine, sur les financements privés? Oui, donc merci Kathleen. Pour terminer, donc l'autre pendant de comment est-ce qu'on peut financer ces projets, c'est les financements privés. Donc c'est juste sur l'autre slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, la première possibilité, c'est ce qu'on appelle les financements directs, donc des entreprises qui souhaitent financer directement des projets de renaturation. Ça peut être notamment dans le cadre de leur stratégie biodiversité, de leur stratégie RSE. Les contributions citoyennes et du secteur associatif. Donc, quand ça peut passer par les dons aux associations, le financement direct de projets par ces associations, des legs, ou encore la participation des citoyens et des citoyennes aux actions de désartificialisation ou le financement par des projets de crowdfunding. On a ensuite ce qu'on a appelé les financements innovants, donc par exemple les émissions d'obligations vertes qui vont permettre d'emprunter de l'argent à des taux plus faibles que des prêts bancaires classiques pour financer des projets favorables à la transition écologique, ou les fonds verts privés, donc des fonds d'investissement qui vont permettre d'investir dans des entreprises dont l'activité offre un bénéfice environnemental. On peut également parler des programmes de mécénat, et là, je suis ravie de citer le programme Nature 2050 qu'on porte à CDC Biodiversité et qui est financé par des entreprises privées, donc les contributeurs qui vont mettre de l'argent au pot commun en quelque sorte, et nous, équipe Nature 2050, on va pouvoir rediriger ces financements vers des projets de solutions fondées sur la nature qu'on va suivre jusqu'en 2050, et donc là, des projets de renaturation s'intègrent complètement dans le scope de Nature 2050. Et enfin, les
paiement pour services environnementaux urbains. Généralement, les PSE, c'est plutôt pensé pour le monde agricole, mais il y a quand même une forte demande en milieu urbain. Et du coup, c'est quelque chose qui nous paraîtrait très intéressant, c'est de pouvoir réfléchir à la mise en œuvre de ces PSE urbains qui pourraient à terme permettre de financer des actions et des projets de renaturation. Et c'est vrai que pour conclure, avec Valentine qui fournit une transition impeccable, c'est que vous aurez compris qu'aujourd'hui, les projets de renaturation ne fonctionnent qu'à base de ces financements-là, mais qu'elle mérite encore de trouver, j'allais dire, un modèle économique qui n'est quand même pas encore complètement acquis et qui passera aussi nécessairement par une réforme de la fiscalité, de l'aménagement, de la fiscalité locale, pour permettre de mieux équilibrer ces opérations dont le coût peut être variable, mais dont les bénéfices sont très pluriels et très importants pour les territoires et pour leurs habitants. Voilà. On a essayé de faire vite pour laisser du temps. Merci beaucoup, c'était mais j'espère que c'est pas trop en mode TGV non plus. Ça permet d'avoir envie de lire plus en détail la publication et ça donne quand même beaucoup d'informations. Merci beaucoup Kathleen et Valentine pour votre présentation très claire. Alors, on va prendre les questions. Donc, vous pouvez soit lever la main, soit directement prendre la parole. Alors. C'est vrai que le sujet du financement, c'est quelque chose, un point bloquant, qui peut être un point bloquant, et Laurent en parlera aussi pour les friches. Eh bien, Laurent, lève la main. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation très intéressante et qui donne envie effectivement de s'engager dans les projets pour effectivement poursuivre la discussion sur le financement qui est un point clé et qui va faire l'objet de beaucoup de discussions et de travail. Je pense qu'on aurait intérêt effectivement à se rapprocher certainement l'OFB, qu'on fait déjà dans le cadre de l'IFTI avec Humanité et Biodiversité, parce que la question de qui va porter ces financements va être déterminante dans le modèle du ZAN pour trouver ce fameux modèle économique qui manque. C'est-à-dire que quand on travaille pour les maîtres d'ouvrage et qui anticipent cette question du net, ou en tout cas d'essayer de compenser ce qui n'a pas pu être évité et réduit, va se poser la question de qu'est-ce qu'ils vont devoir inclure dans leur bilan d'aménagement. C'est-à-dire, est-ce que chaque opérateur, chaque projet, qui parfois par nécessité va devoir artificialiser un petit peu, va devoir prévoir un projet de renaturation, est-ce qu'il va devoir prévoir une compensation financière pour la renaturation, où va être le circuit finalement de l'argent qui va permettre de financer les projets et qui va gérer la répartition. Voilà, donc ça, c'est des questions qui occupent beaucoup nos clients aménageurs publics et privés et sur lesquelles on a moins d'une dizaine d'années pour trouver des réponses. Lilian. Voilà, j'ai remis mon micro. Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et vraiment, merci pour la clarté de cet exposé et qui m'intéresse d'autant plus que chez moi, à Lorient Agglomération, nous sommes en prise avec un projet d'envergure pour artificialiser pas mal de sols. Pourtant, il nous reste très peu d'espaces verts, notamment agricoles, autour de l'agglomération lorientaise et ça va encore être en phase de réduction, disons. Alors, on bagarre dur depuis des années, donc on a réussi à sauvegarder une partie de cet espace, notamment en termes de terres agricoles d'excellente qualité, mais il y aura quand même des pertes. Mais par ailleurs, cet aspect de renaturer les sols donne de l'espoir parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des solutions qui sont en partie d'ailleurs appliquées chez nous, et notamment en ville. À Lorient, on a le souci de renaturer l'urbain, sauf que ça paraît être vraiment des petites pastilles pour se donner bonne conscience, quoi. Donc la question, elle est toute simple. Est-ce que vous pouvez vous mettre en relation, ou est-ce que je peux vous mettre en relation avec Lorient Agglomération?
parce qu'ils auront besoin, ils sont conscients des enjeux, mais ils cèdent sous la pression économique, hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes qui ne peuvent pas être satisfaites et ça leur pose de gros problèmes, c'est clair. Et donc, on voit à quel point on a du mal à être dans le compromis, quoi. Et je pense que là, vous pourrez leur apporter de bonnes idées, dirais-je. En tous les cas, du côté de l'Office français de la biodiversité, nous, on a la chance d'avoir des directions régionales. Donc, on pourra tout à fait, qui sont au courant aussi des travaux qui ont été menés sur la renaturation. Et donc, on peut aussi se rapprocher de l'Orient Agglomération s'il y a des besoins qui remontent. Je tiens aussi à signaler que dans le cadre du projet Life Artisan sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature, ce qu'on vous dit sur la renaturation des sols en milieu urbain, ça résonne aussi beaucoup avec les travaux qui peuvent être menés sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature en milieu urbain. Voilà, parce qu'on retrouve un peu les mêmes enjeux que ceux que vous citez, hein, et que ceux qui sont présents dans la publication. Donc, avec plaisir, en tous les cas, si les travaux qu'on a pu mener avec CDC Biodiversité peuvent apporter un autre regard. Nous, on tient, parce que c'est vrai que la question des pastilles, c'est quelque chose qui est souvent mis un petit peu dans le débat en milieu urbain, parce que finalement, vous êtes sur des milieux qui sont parfois extrêmement denses, où les possibilités de renaturation en termes de superficie sont assez limitées. Ce qui pose d'ailleurs, ce qui a été à l'origine des fameux débats aussi sur la nomenclature ZAN, hein, pour savoir quel sera le seuil de référence pour la nomenclature sur les surfaces qui seront renaturées et les surfaces qui seront considérées comme artificialisées. Et c'est vrai qu'on peut se dire assez logiquement qu'il faut quand même, pour retrouver des fonctionnalités écologiques entre guillemets optimales, avoir un seuil minimum de surface. Pour autant, en termes de continuité écologique, et les travaux notamment de Philippe Clergeau ont pu le démontrer, arriver à recréer une certaine matrice écologique au sein de la ville peut fournir vraiment des services écosystémiques intéressants, donc où les seuls bénéfices ne sont pas seulement ceux en faveur de la biodiversité, j'ai envie de dire, mais dépassent aussi un petit peu cet enjeu. Donc c'est vrai que chaque pastille peut parfois compter en termes de rétablissement des continuités écologiques et de reconquête de la nature en ville, où on voit bien que les enjeux aussi de reconnexion humain-non humain sont importants. D'accord. Ce que je voulais vous dire aussi, alors au-delà de la naturation, parce qu'évidemment, il vaut mieux éviter que d'avoir… Voilà, voilà. On le redit à chaque fois. Voilà. Mais on a quand même un levier d'action quand même d'importance ici à Lorient Agglo, puisque on a obtenu depuis déjà plusieurs années le premier diagnostic local santé-environnement, hein, en Bretagne et quasiment en France d'ailleurs. Il y a très peu d'EPCI en France qui sont engagés dans une démarche de prévention sanitaire en lien avec la préservation de l'environnement. Et le dossier du foncier, la gestion du foncier est absolument fondamentale. Confère la notion maintenant qui fait consensus, heureusement, qui est de One Health, hein, d'une seule santé. Et donc, la gestion du foncier est fondamentale pour le One Health. Et donc, question, est-ce que vous intégrez cette notion-là ou est-ce que vous comptez valoriser la démarche pour mieux gérer le foncier en relation avec ces thématiques d'une seule santé? Parce que ça n'apparaît pas pour le moment, mais je prends le train en marche aussi. Hein, je n'ai pas assisté aux 2 premiers webinaires. Mais est-ce que vous avez fait pas le parallèle? Est-ce que vous avez essayé de mener, de rapprocher ces deux enjeux, quoi? Alors, ça fait partie des enjeux que nous citons comme des enjeux territoriaux, la santé et le bien-être, mais c'est vrai qu'on ne va pas aussi loin qu'on peut le faire, j'allais dire, en dehors de cette publication sur la renaturation des sols, puisque l'Office français de la biodiversité, nous, par exemple, on suit ce qui se passe dans le plan national santé-environnement numéro 4, avec la mise en œuvre d'un certain nombre d'orientations
qui restent à mettre en œuvre. La FRB avait beaucoup travaillé aussi sur ce sujet du One Health avec des fiches très bien faites sur le sujet qu'il faut sans doute diffuser davantage. Et moi, je me souviens aussi d'un exemple du SCOT du Pays du Mans qui essayait de faire le lien entre les continuités écologiques et les questions de santé, et où en effet, on voyait bien que les enjeux se répondaient en fait, et que ça faisait aussi partie d'une forme de prise en compte des services écosystémiques de la biodiversité que de parler de santé. Après, je dois vous dire que dans la publication, c'est pas forcément un enjeu qu'on a mis plus en avant qu'un autre. Ça c'est sûr, et qu'on n'a pas forcément décrypté comme on aurait pu le faire dans un autre cadre. Je pense que ça pourrait vous rendre les plus grands services pour valoriser et pour intéresser à cette gestion du foncier. Et inversement, on a beau dresser des plans sur la comète en termes d'une seule santé, si on continue de gérer le foncier indépendamment de ces notions de prévention, on se tire une balle dans le pied, quoi. Alors, dans notre publication, on revient sur quelques indicateurs socio-environnementaux et sur les services écosystémiques qui permettent de faire le lien avec la santé. Okay. Et par ailleurs, Humanité et Biodiversité travaillent sur le sujet de One Health. Donc, oui, bah ça, on est peut, main dans la main. Moi, je travaille pour France Nature Environnement. Voilà. Lilian est bien au courant, Annabelle. Okay. Il est depuis toujours associé à ces travaux dans le cadre de l'Alliance Santé et Biodiversité. Oui, on vient de former depuis un an à peu près une nouvelle alliance Santé Biodiversité avec Humanité, Biodiversité, FNE, la FRB, les vétérinaires aussi. Ça n'a pas rien d'embarquer les vétérinaires dans l'affaire d'ailleurs. Hein. Enfin, voilà. Merci, on avait une question de Guillaume Lemoine. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je voulais réagir par rapport aux propos de Laurent Gadelmas par rapport au financement. L'opérateur doit-il provisionner la désartificialisation dans son bilan économique? Quelques petites pistes, mais je vais probablement enfoncer des portes ouvertes. Vous connaissez tous évidemment l'ex-T2NS, qui était maintenant la taxe d'aménagement. Elle se basait sur le principe, je dirais une transposition du pollueur-payeur. C'était bien dans la logique de le consommateur d'espace payer la T2NS, la taxe d'aménagement, pour pouvoir permettre au département de racheter des espaces, les protéger, les ouvrir au public. Donc, est-ce qu'on pourrait aussi imaginer que dans cette logique, le consommateur d'espace, l'artificialisateur, il va provisionner une somme d'argent pour pouvoir désartificialiser le truc. On connaît ça chez les carriers. Hein, les carriers, dans le cadre de plans de remise en état, sont obligés de provisionner la remise en état avant même de développer leur business. On pourrait imaginer que n'importe quel industriel le fasse, parce que combien de fois il y a des industries qui s'installent, qui créent des richesses et qui, au bout de 10 ans, 20 ans, un siècle, disparaissent et laissent à la collectivité le soin de déconstruire, de dépolluer les espaces. Donc là, c'est une première réflexion. Donc, logique, transposition pollueur-payeur, consommateur-payeur, comme les ENS, donc artificialisateur, désartificialisateur, payeur. Donc voilà. Se pose la question de si jamais tous les départements touchent la taxe d'aménagement par rapport à cette logique, est-ce que le consommateur, l'artificialisateur, ne va pas déjà être considéré qu'il paie déjà une fois? S'il paie l'ex-T2NS, la taxe d'aménagement, pourquoi il devrait repayer une deuxième fois une taxe pour financer la désartificialisation? Donc voilà, l'autre question, c'est quelle est la part de la collectivité, l'aménageur, le lotisseur, le promoteur, il ne fait qu'un projet que si jamais le PLU ou le PLUI lui permet. Donc on est bien dans les logiques de l'évitement dans le cadre de la logique de la planification. Pourquoi une collectivité ouvrirait des terrains à la construction et dirait à l'autre, mon petit père, tu consommes des terrains, donc tu paies. Donc il y a bien une responsabilité partagée entre les collectivités responsables de la planification et le pauvre, je dirais, pétitionnaire qui dit moi j'achète un terrain qui est constructible, donc je l'achète relativement cher. Et moi j'ai vu ça dans des vies précédentes où on achetait des terrains constructibles et parce que le PLU le permet, et au moment où on rentre dans les logiques de permitting, c'est des zones humides, caractérisation des sols, je voudrais composer
Ah, bah, il y avait des boisements, il faut que je défriche, il faut que je compense. Ah, il y a des espèces protégées, il faut que j'applique l'exécration versée. Et donc, c'est la double, la triple, la quadruple peine, si jamais en plus on consomme des terres agricoles. Donc, vous imaginez un petit peu le corpus qui lui tombe dessus. Donc, voilà, pas le corpus, mais la leçon de trucs qui lui tombent dessus. Donc, on pourrait se poser des questions en disant, effectivement, on est bien, et vous l'avez bien dit au début, sur la logique de l'évitement au départ, pour limiter les surcoûts et les très mauvaises surprises. Et là, je ferai juste un petit clin d'œil à Harold Levrel, qui avait travaillé sur ces problématiques-là aux États-Unis et qui disait que quand on fait porter le coût de la désartificialisation aux promoteurs, aux pétitionnaires, eh ben, c'est tellement cher, la désartificialisation, qu'il est obligé de penser à un autre modèle. Et que quand on était prêt à faire 3 hectares de construction, de plateformes, de parking, de machin, et comme bizarrement, le même promoteur, pour les mêmes besoins, il ne fait que 1 hectare de consommation, parce qu'il se dit que ça ne tenait pas la route. Ça veut dire qu'on lui impose de réfléchir à un autre modèle, et donc de lui faire financer. Donc moi, j'imaginerais de cofinancer la collectivité qui est responsable dans sa logique de planification et le pétitionnaire en disant, si vous provisionnez et vous cofinancez, vous allez voir qu'il bizarrement, subitement, on va être beaucoup plus modeste dans nos besoins et que le coup de frein va se faire là. Voilà, c'était une petite contribution à ces riches débats. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce partage. Alors, je vais donner la parole à Laurent donc, pour la présentation du guide sur la reconversion des friches, guide publié par le Lifty. Donc. Oui, merci Annabelle. Donc, merci de l'invitation. On travaille effectivement en vrai partenariat avec Humanité et Biodiversité au Lifty. Le sujet est très, très vaste. On a déjà essayé de le condenser, de faire des choix sur 55 pages dans ce guide. Là, le challenge est encore plus fort sur 10-15 minutes. Donc, j'ai dû faire des choix. Voilà. Peut-être pour partager effectivement le passé du ZAN et de la biodiversité aux années friches. Je rebondis sur la question de la santé et de l'environnement, de la santé et de la biodiversité. Les friches, historiquement, ont été abordées, considérées d'abord comme des problèmes à résoudre, et en particulier du point de vue de la santé publique. C'est-à-dire qu'on s'est attaqué d'emblée aux questions de pollution des sols, des nappes phréatiques, des nappes souterraines, des eaux souterraines en général, et du risque de contamination, de transfert des polluants dans l'environnement. Donc, on était sur à la fois un objectif de santé publique, un objectif de préservation de l'environnement, j'allais dire pur et dur. C'est pour ça que ce sont les installations classées, l'ICPE et le Code de l'environnement, qui ont d'abord créé du mouvement et de la dynamique sur la reconversion et la réhabilitation des friches. Alors, c'est vrai que tout part un petit peu de la loi climat et résilience et un petit peu avant d'autres lois qui étaient venues. Les deux objectifs, les deux enjeux principaux, c'est évidemment limiter au maximum le dérèglement climatique et s'adapter au mieux. Et par là même, parce que les deux autres enjeux sont extrêmement liés, de préserver la biodiversité, voire la restaurer. Et on entend par biodiversité à la fois, bien sûr, les espèces, mais aussi les habitats, sans qui les espèces ne pourraient exister. Donc, pour ces deux enjeux, climat et biodiversité, l'idée, c'est comment se saisir de ce levier de la reconversion des friches, qui est un levier qui est remarquable, hein, encore mal connu, on va reparler, qui est remarquable. Il doit être mobilisé, mais dans une grande diversité de cas. Donc, c'est pour ça qu'on a créé au sein de l'IFTI un comité économie circulaire du foncier. Hein, donc, l'enjeu, ça va être les deux leviers, c'est recycler le foncier, qu'on a déjà, et déjà artificialisé. Modulo, effectivement, la caractérisation qu'on va faire de ce qu'on appelle artificialisation ou pas, confère les décrets qui vont être vus d'ici le premier trimestre 2023, et puis l'action de renaturation dont on vient de parler largement. Donc, depuis quelques années, quand on dit quelques années, moi je dirais ça fait 4-5 ans, on sent, pour ceux qui connaissent bien le sujet, que les friches sont passées de problèmes à résoudre à des opportunités pour accueillir des projets. Deuxième élément, sur le gisement de friches. Donc, tout ça, c'est des thématiques qu'on aborde dans le guide, hein, donc c'est pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche ou l'eau à l'œil. C'est un gisement qui est mal connu. Hein, il y a un inventaire national qui est en cours de recensement, de qualification, de construction, carte aux friches, on en parle dans le guide. C'est compliqué parce que les référentiels ne concernent pas encore tout le territoire, les bases de données, les inventaires qui ont été faits.
Les critères de qualification ne sont pas les mêmes, il faut les harmoniser. Et puis, c'est aussi un stock dynamique. Les friches, elles naissent, elles meurent, elles sont reconverties et d'autres nouvelles apparaissent. Et puis, on a vu élargir la notion de friche. Au départ, on parlait surtout de friches industrielles, liées au déclin industriel, notamment en Hauts-de-France, Grand Est, mais également maintenant des friches hospitalières, des friches militaires, des friches commerciales, des friches ferroviaires et des friches hospitalières. Mais il y en aura d'autres. Donc, ce gisement est dynamique. Donc ça, c'est assez compliqué à s'en saisir. C'est aussi une approche qui nécessite du cas par cas. Ça, c'est très important. Quand on travaille beaucoup la question des friches, on se rend compte que traiter une grande friche industrielle qui est polluée au cœur d'une métropole, ça n'a rien à voir en termes de diagnostic et de projet de réhabilitation, à réfléchir à comment on reconvertit une petite friche au cœur d'un village en zone rurale. Donc là aussi, il faut des approches spécifiques au cas par cas. La temporalité de la reconversion, qui est aussi très très large en termes de gamme, ça peut aller très très vite si elle est un bon potentiel et un bon contexte, et on sait où on va, 4-5 ans, et puis certaines, on se pense ça à 20 ans. Des friches qui font plusieurs dizaines d'hectares dans des territoires où il y a peu de besoins à satisfaire. Il va falloir être sobre, bien le penser et bien l'étaler. Parce que la question des financements, la réintégration des usages va prendre du temps. Donc, là aussi, c'est du cas par cas. On a une complexité, ça c'est assez proche, propre au phénomène, aux opérations de reconversion des friches, parce qu'elle est multi-acteurs, beaucoup d'acteurs sur la chaîne, entre le propriétaire, le porteur foncier, l'aménageur, le promoteur, l'utilisateur final, et puis multifacteurs, beaucoup d'éléments à rendre en compte pour savoir ce qu'on en fait, pour savoir comment on le fait, pour savoir quel objectif on va se donner. Pluridisciplinaire, on s'approche des JO, donc là on est beaucoup plus proche d'un décathlon que d'une monodiscipline. Toutes les disciplines sont concernées. On va parler d'aménagement, d'urbanisme, on va parler de transition écologique, évidemment de pollution, de biodiversité, de performance énergie, carbone, puisqu'il y a un projet derrière. Donc là, de programmation urbaine, de développement économique, bref, toutes les disciplines sont convoquées. L'aménagement a cette faculté-là. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités, évidemment, on le sent sur ces friches, mais aussi beaucoup de risques et de freins. Ce n'est pas pour rien que le modèle de l'étalement urbain a été privilégié, évidemment, par rapport au recyclage foncier. Quand on est sur un existant, on a des bâtis, on a des matières à gérer, on a parfois des polluants, on a des contraintes techniques très concrètes et très dures, et puis des contraintes juridiques aussi. Puisque, suivant ce qui s'est passé sur la friche, il y a des responsables, il y a une hiérarchie. Donc tout ça, il faut bien l'analyser et bien maîtriser ces risques. Et plus évidemment l'opportunité semble belle, je dirais plus il faut se méfier aussi et bien maîtriser ces risques-là. Et puis, toute cette complexité, finalement, et cette notion de cas par cas, la solution la plus optimale qu'on a trouvée aujourd'hui, on commence à avoir quand même une bonne trentaine, quarantaine d'années de retour d'expérience sur ces projets, c'est d'avoir des intervenants qui sont capables de croiser, de consolider des expertises complémentaires. En général, c'est quand même plutôt des intervenants expérimentés. On a beaucoup de motivation et de compétences et de connaissances en sortant d'école. Et c'est vrai qu'il faut quand même un peu de bouteille pour aborder ces sujets parce qu'il faut aller vite et bien. Voilà. Et donc, il faut travailler et accompagner aussi. Ça, c'est un gros besoin qu'on a senti avec des méthodes. Si on peut passer à la slide d'après. Ça, c'est vraiment les genèses qui a permis de motiver, qui nous a fait envie au Lifty de construire ce guide-là. C'est un consortium donc, de membres, de permanents, de privés, de collectivités, de chercheurs, où on s'est dit il faut qu'on croise ces regards parce que finalement, on a 40 ans de retour d'expérience sur la reconversion des friches, mais quand on a des demandes des porteurs de projets, ou en tout cas des propriétaires ou des collectivités, c'est toujours comment on fait. Alors, 40 ans après, comment on fait? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Certes, c'est complexe, mais on a quand même des besoins à satisfaire et des connaissances à passer. Ce qu'on constate, c'est qu'un très grand nombre de collectivités et de PCI est vraiment de toute taille. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les petites collectivités, on a aussi des agglomérations et des métropoles qui n'ont pas encore cette culture friche dans sa complexité. Par contre, ils ont tous des intérêts marqués pour cette question des friches, et puis tout le monde sent cette pression foncière qui est accrue, alors, qui était latente depuis pas mal d'années. C'est vrai que l'arrivée de la loi climat-résilience, du ZAN, fait qu'on a une accélération
de détention sur le marché du foncier. On observe déjà des augmentations très fortes des prix du foncier. Ensuite, on a des dispositifs d'aide qui sont aussi de plus en plus nombreux. Kathleen en a parlé tout à l'heure, chacun avec leur spécificité. Il y a un petit peu un effet de cloisonnement, parce que chaque organisme a ses domaines de compétences et ne doit pas en sortir. Donc, c'est compréhensible qu'il reste sur son domaine de compétences. Et par nature, la reconversion étant pluridisciplinaire, très transversale, c'est vrai que quand on veut pouvoir avoir des aides de financement sur un projet, on l'aborde de manière globale. Donc, tous ces dispositifs, chacun ont leur spécificité par rapport à la qualification du porteur de projet, la maturité du projet, les niveaux de rendu qu'il faut documenter dans le dossier de demande d'aide. Des fois, des études ou en tout cas une vision du projet au stade de l'opportunité, des fois déjà au stade de la faisabilité. Quand on demande un pré-bilan d'aménagement opérationnel sur une reconversion de friche, ça veut dire qu'on a déjà fait tout un travail d'études et stratégiques en amont pour arriver au go-no-go. Donc là, on sent qu'il y a des besoins. Et puis, il y a aussi des usages et des thématiques aidées qui sont différentes, j'allais dire d'un guichet à l'autre, en tout cas d'un partenaire qui peut apporter des aides à l'autre. Il y a eu pas mal de guides qui sont parus. Évidemment, l'ADEME en premier lieu, Humanité, Biodiversité, d'autres qui viennent ensuite derrière sur les friches, mais peu, voire pas, on n'en a pas trouvé, avec une vision transversale et globale. C'est-à-dire à la fois de la stratégie territoriale jusqu'à la conduite opérationnelle d'un projet, mais aussi qui englobe tous les facteurs de réussite ou d'échec d'un projet. Donc la motivation, elle est née de là aussi. Les problèmes récurrents qui remontent encore aujourd'hui, il y a eu des enquêtes assez récentes vers les collectivités sur la question des friches. Je crois que c'était Urban Vitalise au CEREMA qui avait mené cette enquête. C'est la question des financements, bien sûr. Financement en conseil, en études, en travaux, de méthode. Par quel bout je prends ce projet, par quoi je commence, c'est quoi l'ordre des étapes. Et puis un cadre légal et réglementaire qui évolue beaucoup, qui est dense et qui se croise. Code de l'urbanisme, de l'environnement, code civil, quand on touche à la propriété, aux questions foncières, le choix d'une vocation et de la définition d'un programme. Donc, tous ces problèmes-là, finalement, on s'est dit, tiens, il y a un sujet, il faut qu'on essaie d'éclairer, d'apporter quelques éléments. Comment allier l'urgence de sécuriser, de dépolluer, de préempter la maîtrise des risques d'un projet complexe, en général. C'est-à-dire qu'à la fois, on est pressé, et en même temps, c'est compliqué, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, qu'on soit un opérateur public ou un opérateur privé. Et puis, quand même, le retour aussi, c'est des projets qui nécessitent une forte intervention publique en zone détendue. Nous, on a mené presque 7 ou 8 diagnostics préalables à 360 degrés, dont on parlera un petit peu après, pour la région Grand Est, principalement en zone détendue, en zone rurale. C'est évidemment très compliqué de trouver les financements. C'est-à-dire qu'on a déjà un coût qui est très fort en reconversion de friches, en général sur le proto-aménagement, la déconstruction, même sélective, même si on fait du réemploi, la dépollution, la préparation du terrain, comme le savent très bien le faire les EPF, et puis derrière, les recettes, tout simplement. Donc, si on arrive à trouver quelques recettes, si ça couvre 30 ou 40% du budget, on est déjà très content. Donc, il faut aller chercher quand même massivement des partenaires pour pouvoir compléter ce budget et engager un projet, parce que s'il y a du travail, il faut bien aussi rémunérer les intervenants. Suivant. Très simplement, on a construit le guide en 3 parties. Et tout l'enjeu, ça a été en coordination, évidemment, et en discussion avec tous les co-rédacteurs. C'est une dizaine de co-rédacteurs dans le guide. C'est de trouver un équilibre entre transmettre une culture générale par rapport aux besoins que j'ai pu exprimer avant, et puis faire quand même des recommandations opérationnelles. On a très vite vu qu'on ne pouvait pas tomber sur des études de cas, parce qu'on est tellement dans du cas par cas sur les friches, qu'une étude de cas, on a du mal à se transposer dedans. Il y a très peu de chances que le lecteur se retrouve directement dans le cas-là. Donc, ça aurait été un peu l'induire en erreur. Mais il a fallu trouver cet équilibre entre les deux. Donc, on a fait une première partie qui vise à répondre à la transition écologique, parler de transition écologique dans la mobilisation des friches dans toute leur diversité. C'est-à-dire un chapitre sur la diversité, la multiplicité des cas de friches, des friches dans la nature des friches, des vacances aussi de ces friches. Une friche sur laquelle on a un propriétaire ou un dernier exploitant qui est présent, ce n'est pas la même chose qu'une friche totalement abandonnée ou qu'une friche qui est en stock dans le parc foncier d'un EPF. La multiplication des acteurs aussi, bien comprendre toute la chaîne de l'aménagement, depuis la propriété jusqu'à la livraison finale.
Deuxième élément d'information, c'est les friches d'espaces prioritaires de projet, tout ce qui est aménagé et renaturé. Donc, remettre le contexte légal de la loi SRU, la loi climat et résilience, par rapport aux besoins que peut avoir un territoire. Les cadres juridiques préexistants, qui sont quand même assez hétérogènes, on commence à faire marier les briques, on commence enfin à avoir une définition juridique de la friche qui a été posée dans la loi climat et résilience. Et tout ça est très, très nouveau. Il faut aussi que le temps que les acteurs, les opérationnels s'approprient ces notions, on identifie un peu les manques et qu'on vienne combler et mailler ces trous qu'il y a encore un petit peu dans la raquette. On voulait aussi traiter le cas de rien faire sur une friche, c'est aussi potentiellement très coûteux. Souvent, on nous dit, bah, tiens, il y a de la spéculation, je garde ma friche et je verrai. Attention, la friche, elle est vivante. Elle apparaît morte, mais en fait, non, elle est vivante. Les polluants, ils bougent, ils se transfèrent. La biodiversité, elle réinvestit la friche, elle peut créer des transferts de contaminants. Et puis, le bâti, lui, il se transforme à vitesse grand V. Dès que vous commencez à avoir un bâti qui est hors d'eau ou hors d'air, vous avez une accélération de la dégradation de la toiture, des fenêtres. Tout le monde connaît la théorie de la fenêtre cassée. Il suffit qu'un gamin, comme on dit, casse une fenêtre. En quelques mois, vous avez toutes les fenêtres de cassées. Voilà, donc ça va très, très vite en dégradation. Il y a des coûts de gardiennage, il y a des coûts de sécurisation, parce que le propriétaire a une responsabilité. Donc, on dit aussi à travers ce guide, attention aux propriétaires, vous n'avez pas tellement le luxe d'attendre indéfiniment qu'on vienne frapper à votre porte. Vous avez des responsabilités en tant que propriétaire de friche. Et puis, on voulait mettre quand même un chapitre, évidemment très sensible chez EOD, on est une ingénierie conseil spécialiste de la transition écologique, donc c'était de pouvoir vraiment montrer que la friche de la réhabilitation est un vecteur de transition écologique, depuis la suppression des zones sources de pollution et la protection de l'environnement, c'est le classique historique de la dépollution des friches, et jusqu'à la conception et la programmation d'un nouvel usage, soit économique ou en termes de logement. Il y a des objectifs et un programme environnemental qui touche l'énergie, le carbone, la biodiversité, la gestion des ressources, à caler dans le projet. Et ça, c'est vraiment une opportunité, je dirais, de transformer pour le territoire un objet foncier immobilier plutôt à risque et plutôt disgracieux, voire qui casse un peu l'attractivité du territoire, dans une réussite et un retournement avec un projet très vertueux. Donc ça, c'est aussi, et tous les appels à projets et les AMI ou les actions permettant de soutenir ces projets de reconversion demandent prioritairement des programmes très ambitieux et vertueux sur ces questions de transition écologique. Le deuxième grand chapitre, on est dans la stratégie territoriale, c'est-à-dire comment, du point de vue du territoire, de la collectivité, c'était très bien expliqué à l'échelle de la planification pour les zones, les trames vertes et bleues, de se dire comment est-ce qu'on va globalement, quelle est une stratégie sur un territoire, quel est mon gisement de friche, quel est le meilleur usage à l'échelle d'un bassin de vie. C'est pour ça que l'échelle des SCOT est intéressante, pour dire voilà les usages que j'ai spatialisés à tel endroit et tel endroit, parce qu'on est dans une logique de mise en commun, d'intercommunalité et donc de mutualisation de ces espaces. Alors évidemment, sur les équipements publics, c'est encore plus flagrant. Donc, on s'est très vite dit, il ne faut pas penser une friche qu'à l'échelle d'une commune. Les EPF ont très vite compris, que ce soit en région sud avec l'EPF PACA ou l'EPF Grand Est, c'est d'associer les CAUE et les régions pour dire, voilà, regardons le gisement, regardons l'ensemble des usages et choisissons les bons usages au bon endroit. On a quand même une logique économique derrière et une économie, une sobriété dans l'argent à faire par rapport à l'ensemble de ces exigences de reconversion de friche. L'arbitré et la planification, on va y arriver dedans. Les SCOT ont remis leurs propositions aux régions le 22 octobre dernier. Les régions ont encore une petite année pour travailler sur ces droits artificialisés, pour commencer à prioriser, à préparer ce qui va devenir modifier les SCOT dans la session d'après. Donc, c'est vraiment à l'échelle aussi des SCOT qu'on va pouvoir positionner à la fois ces potentiels, ces gisements de reconversion, de renaturation, et planifier finalement la lutte contre l'artificialisation des sols. Suivante, s'il vous plaît. Sur l'action opérationnelle, enfin, troisième et dernier chapitre, on est vraiment sur… Il y a un décalage à la maison. Pardon ? Sur l'écosystème d'acteurs. J'ai un décalage entre… Un décalage de la voix ? Alors, un point qui nous a semblé important, c'est vraiment le diagnostic à 360 degrés. Donc, comme je ferai un petit zoom après, à la slide d'après, on est vraiment sur l'approche de dire
Attention à ne pas dépenser mal le peu d'argent qu'on a. On a vu beaucoup de cas de friches où il n'y avait pas de projet, où il y avait des blocages juridiques très forts. Il y a eu beaucoup d'argent dépensé dans les inventaires. Donc, je ne prêche pas pour ma paroisse. Hein. On a un département cité sol pollué, comme beaucoup de bureaux d'études. Mais à un moment donné, les investigations, il faut savoir les réduire et les mettre au bon niveau par rapport à l'endroit où on est dans le processus. Une étude d'opportunité, elle demande, avant d'engager des fonds, de bien cibler où est-ce qu'on va mettre ces fonds, sur quelles données, sur quel type d'études, et donc de voir s'il n'y a pas un blocage général. D'où la nécessité d'avoir une vision très large et globale, pluridisciplinaire, de quelle est l'opportunité d'acquérir ou de lancer un projet de reconversion sur cette friche. Donc, il y a la notion de bon diagnostic, il faut qu'on définisse vraiment de la méthode. Donc, on a essayé de transmettre cette méthode à travers ce chapitre. La question de la vocation, évidemment, qui est déterminante. Un bon projet de reconversion de friche, c'est un potentiel de mutation de la friche qui est intéressant, en tout cas qu'on connaît, et des besoins du territoire et des vocations qui est une réalité derrière. On ne va pas faire 400 logements en plein milieu de la Creuse, ou alors on va mettre 35 ans à pouvoir les écouler. Donc, il va falloir bien dimensionner le programme, les usages et la programmation des mètres carrés, tout simplement, constructibles, ou des espaces de renaturation, la partie bâtie, la partie non bâtie, pour que ça colle au territoire. Donc, c'est un potentiel qui est assez propre et intrinsèque à la friche de mutation, et puis une vocation. Et c'est le mariage des deux qu'on traduit en termes de budget et de processus. Et c'est là où on voit s'il y a un projet qui est faisable ou non. Voilà, on a fait un petit chapitre sur les travaux spécifiques aux friches qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de fonciers. On en parle un petit peu, mais évidemment, le désamiantage, la déconstruction sélective, les dépollutions plus ou moins profondes et complexes et coûteuses, c'est aussi des travaux qui sont assez spécifiques à ce type de foncier bâti. Et puis, une dernière page qu'on a fait sur la nécessité d'évaluer la post-réalisation. On a un grand défaut en France, et on le retrouve dans les politiques publiques et aussi dans les projets privés. On a beaucoup de mal après réalisation à venir évaluer si ce qu'on a prévu de faire et qu'on a conçu répond vraiment aux objectifs et aux performances qu'on a attendues. Là, un petit zoom sur le fameux diagnostic à 360 degrés. Donc ça, nous, c'est une méthodologie qu'on a développée chez EOD il y a 4 ans maintenant, qu'on applique sur les AMO friches, par exemple, en région Grand Est, et qui fonctionne très bien. Pourquoi? Parce qu'on a dans l'équipe, c'est un groupement. La reconversion des friches, ce n'est pas un sujet que pour les bureaux d'études ou que pour les urbanistes ou que pour les juristes. C'est vraiment l'équipe qui va faire la réussite du projet. Et donc, ce potentiel de reconversion de friches, on a identifié une dizaine de fondamentaux. Alors, vous avez ceux qui sont classiques, hein, la qualité des sols et des sous-sols, est-ce qu'on a de la pollution, est-ce qu'on a un potentiel agronomique, la biodiversité, évidemment, est-ce qu'elle est présente, est-ce qu'on a des habitats, est-ce qu'on a des espèces protégées ou pas, comment on va pouvoir les valoriser, est-ce qu'on va avoir des freins à l'exécution du projet, des contraintes réglementaires liées à cette biodiversité ou pas. Il y a toute la partie liée au territoire, sur la dynamique politique, est-ce que c'est un territoire en récession ou pas, en dynamique économique, est-ce qu'il y a une solidarité de partenaires politiques, est-ce qu'il y a un dynamisme des équipes en charge de ce foncier, de ce territoire. Ce qui est lié aussi au territoire, c'est la valeur marché. On a trouvé dans certains territoires très détendus des valeurs de revente de maisons autour de 1 000 € le mètre carré, à moins de 1 000 € le mètre carré. Donc, quand vous avez très peu de besoins en mètre carré et des valeurs de valorisation de marché autour de 1 000 € le mètre carré, vous imaginez que ça va être très dur de payer 3 ou 4 millions de désamiantage, de déconstruction et de dépollution. Donc ça, c'est une donnée qui est fondamentale pour savoir quel est le potentiel de mutation. Après, on a les aspects plus techniques qui à la friche, les bâtiments, les aspects patrimoniaux, les aspects de solidité, de structure. Est-ce qu'on peut réhabiliter ou pas le bâtiment? C'est des vraies questions qu'on doit se poser au départ, parce que ça conditionne l'ensemble du projet de reconversion et du coût du projet. La question des infrastructures et VRD est aussi capitale. On a souvent sur les industries, mais pas uniquement, hein, sur les grandes infrastructures, on va dire, beaucoup de fondations, de réseaux enterrés. Tout ça alourdit aussi la gestion du projet et alourdit aussi le coût. Donc, il ne faut surtout pas oublier ces aspects-là. Et puis, il y a un aspect juridique qu'on a mis en noir, qui est la situation réglementaire et contractuelle. Je vous rappelle que sur les friches, la classification installation classée ou non au plan administratif détermine beaucoup le processus réglementaire et la responsabilité envers la pollution et le devenir du site. Pour une installation classée, c'est le dernier exploitant qui a la responsabilité de sa remise en état.
Donc, beaucoup d'aides aussi sont conditionnées au fait que le responsable de la pollution doit être identifié ou doit avoir disparu ou pour pouvoir accéder à l'aide. Sinon, c'est bien à lui, principe pollueur-payeur, Guillaume, qui doit payer cette remise en état. Donc, toutes ces conditions-là, finalement, on les regarde dès le départ, à partir des données existantes de la visite du site et des interviews d'acteurs, pour savoir si est-ce opportun ou non de se lancer vraiment dans les grandes études, dans les grandes acquisitions de données et d'engager un projet de reconversion. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Alors, si on répond positivement à cette étude d'opportunité, slide suivante, Annabelle. Merci. On va pouvoir engager. Donc là, c'est un processus simplifié qui est assez linéaire. Il peut y avoir quelques petites itérations, mais finalement, c'est un processus projet avec classique dans lequel on a voulu spécifier quelques recommandations et puis surtout les compétences nécessaires. C'est aussi une demande des collectivités qui disent « mais qui c'est qui peut me faire ça ?» Eh bien, par l'aspect pluridisciplinaire, on se rend compte qu'au niveau de l'étude d'opportunité, il nous faut vraiment ce groupement de compétences entre un spécialiste de l'aménagement durable et la transition écologique en général, peu importe qui porte après et qui coordonne, mais en tout cas, il faut cette spécialité compte tenu des thématiques de pollution, d'installation classée, de biodiversité, d'aménagement et de construction durable. Il faut aussi un conseil juridique et un cabinet qui est au moins un département en droit de l'environnement, en droit de l'urbanisme, installation classée, déchets. On est tout de suite sur des contraintes assez dures au départ, surtout si on a des conflits d'intérêts entre l'exploitant, le propriétaire et le porteur de projet. Donc là, il y a vraiment une compétence juridique intégrée. Du VRD, très important par rapport au réseau et aux structures. Et puis, conseil développement économique aussi. Si on veut ne pas rater la case des activités économiques et des usages, il nous faut cette compétence. La programmation urbaine, évidemment, des gens qui connaissent l'urbanisme opérationnel, qui connaissent tous les outils de ZAC, d'OAP, pour pouvoir inscrire ce projet dans la planification, pour voir traduire la volonté de la collectivité pour que les objectifs du projet de reconversion soient inscrits ou pas dans un document d'urbanisme. S'il n'est pas maître d'ouvrage directement de l'opération, il va vouloir au moins cadrer et maîtriser la finalité et les objectifs du projet pour laisser à un porteur privé le soin de lui proposer. Et ça, c'est vrai que l'OAP est un très bon outil pour peu qu'il y ait un PLU. Les recommandations qu'on a fait tout au long, c'est aussi de fonctionner en entonnoir. Ça, c'est important dans la méthode, vous le verrez dans le guide. Il y a tellement de possibilités et de scénarios sur une reconversion de friche qu'il faut quand même, dès le départ, assez vite restreindre, identifier les 2 à 3 scénarios sur lesquels on va pouvoir faire une étude de faisabilité. Une vraie étude de faisabilité, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, donc on ne peut pas la dérouler sur 5 scénarios. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'expertise au départ pour fermer des portes finalement qui sont soit inatteignables, soit impossibles ou non finançables, pour laisser 2 ou 3 scénarios qui soient réalisables. Et une fois qu'on vient valider cette opportunité, on rentre en pré-programmation, en étude de faisabilité, et là on étudie dans le détail, effectivement, quel va être le coût, quels vont être les acteurs, qui va porter le projet, quels sont les financements mobilisables auprès des partenaires. Donc, on va tester finalement les premiers scénarios dans les critères des appels à projets pour voir si on peut lever du soutien financier et du soutien politique auprès des partenaires. Et c'est seulement après l'étude de faisabilité qu'on a un go-no-go qui peut déclencher une acquisition foncière ou un processus pour prendre la maîtrise foncière du foncier. Et finalement, l'ensemble de ces compétences pluridisciplinaires, on va en avoir besoin tout au long du projet de reconversion. On en aura aussi besoin, bien sûr, dans les phases de programmation, mais dans les phases de conception et de réhabilitation, dans les phases de réalisation, voire de suivi d'exploitation. Voilà, donc on a essayé de donner ces éléments méthodologiques parce que souvent, les collectivités, au moment où elles sont pressées par un propriétaire pour dire « Ah, dépêchez-vous, j'ai un site, je vous le vends à 1 €», c'est vrai qu'il y a un temps, il y a un délai de réponse par rapport à la préemption. Donc, il faut très vite pouvoir se rapporter, si possible, à une stratégie foncière si elle a été établie, savoir est-ce qu'on a prévu l'acquérir ou non, et puis surtout, est-ce que je peux y aller, et est-ce que même à 1 € symbolique, pour nous, un peu la vraie fausse bonne idée, c'est de se dire, c'est bon, j'achète 1 €, il n'y a pas de problème. Oui, mais quand vous avez plusieurs millions d'euros pour déconstruire des amiantés ou dépolluer avant même de pouvoir penser à un projet, 1 €, en fait, c'est très cher. Donc, attention, parce qu'on a quand même une contrainte économique et financière qui est de plus en plus forte sur les collectivités, mais aussi sur les entreprises et les porteurs de projets.
une accélération des coûts du foncier, des coûts de construction. Donc, il faut bien réfléchir et aller résolument sans faire de marche arrière et de rupture dans ce processus qui est assez complexe. Voilà, c'était un petit peu dense, mais j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Merci Laurent pour cette intervention effectivement assez dense, mais qui donne également envie de se pencher sur ce guide de reconversion des friches. Alors, on arrive au temps, 14 heures, donc on va devoir s'adapter un petit peu. Est-ce qu'il y a une question brûlante à poser à Laurent? Et sinon, je vous invite à poser vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre ou on les transférera à Laurent, puisqu'il est déjà 14 heures. Il me semble que j'ai... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Annabelle. Mais il n'y a pas de questions, visiblement. D'accord, il n'y a pas de questions. Alors, j'enchaîne rapidement sur la restitution de l'atelier World Café au Forum Biodiversité et Économie qui a lieu le 13 octobre dernier. Donc, il y a eu 40 participants sur un format d'1h30. C'était déjà un challenge puisqu'à la base, cet atelier était pour 20 personnes. On voit que le sujet du ZAN est donc très, très sollicité. 40 personnes qui étaient de tout horizon également. Donc, il y avait du public et du privé. Et ce qui était très intéressant, c'est que au final, des acteurs publics se sont mis à la place d'acteurs privés et inversement. Donc, c'était aussi un jeu de rôle. 5 fiches actions ont été proposées sur comment on met en place de façon opérationnelle le ZAN. Et en fait, vraiment, c'est des sujets. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sensibiliser les habitants, le choix du site dans le respect du ZAN, convaincre ses clients, le ZAN dans les marchés et valoriser l'engagement ZAN sont des sujets qui sont venus de manière spontanée et collective. Alors, je vais vous parler rapidement de ces fiches. Et si on voulait aller plus loin, puisque le temps était très réduit, on n'a pas pu aller très loin, ce serait de se poser sans doute la question de quelles sont les conditions de succès de ces actions et bien sûr, quels sont les indicateurs de suivi. Ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, on se rend compte qu'en très peu de temps, dans un cadre bien défini, on arrive à structurer sa démarche. Pour ceux qui ne sont pas familiers du principe de World Café, le World Café, en fait, on a différentes tables. Donc là, on avait 5 tables qui correspondent aux 5 fiches actions opérationnelles. Il y a une personne qui reste à chaque table et tous les participants tournent tous les 10 minutes de table pour venir enrichir les travaux des personnes précédentes. Comme ça, toutes les personnes ont pu participer à chaque fiche action. Et à la fin, donc c'est ce qu'on montre sur la photo, il y avait beaucoup de mouvements, tout le monde a été assez discipliné pour se bouger et en même temps se réinstaller rapidement. Et à la fin, donc l'hôte de chaque table faisait une restitution sur sa fiche. À la fin, on a demandé donc les mots-clés, quels sont pour vous, qu'est-ce qui ressort? Eh bien, c'est action, risque, anticipation, budget et indicateur. Finalement, on voit que c'est aussi les sujets qu'on a abordés aujourd'hui et que ce sont des sujets prioritaires. Les trames des fiches actions, à chaque fois, on demandait de nommer l'action, de dire à quoi elle répondait, de définir les pilotes de l'action, les objectifs opérationnels, les résultats et impacts pour la biodiversité, quels étaient les partenaires impliqués, le territoire, le calendrier. Donc, fiche action, sensibiliser les habitants. Pour cela, on a imaginé donc, des pilotes qui sont les collectivités, des aménageurs ou des acteurs de l'immobilier. Sensibiliser les habitants comme objectif de favoriser l'acceptabilité sociale, d'impliquer bien sûr ces habitants et de promouvoir un habitat collectif.
l'impact pour la biodiversité, c'est la préservation pour les sols vivants, par exemple avec le développement des jardins partagés, la préservation des paysages, comme on est sur de l'éducation, sur de la sensibilisation, c'est l'éducation sur la biodiversité et favoriser la biodiversité en ville. De nombreux partenaires qu'on retrouvera d'ailleurs souvent dans les autres fiches actions, les associations, des entreprises de travaux, des opérateurs de transport. On a aussi parlé du monde du cinéma. Et là, c'est l'idée de comment on invente de nouveaux récits, comment on développe l'imaginaire pour favoriser l'adhésion. L'OFB, le MNHN et les écoles. Le territoire, finalement, ça peut être fait sur tout territoire où il y a un enjeu d'artificialisation des sols. Les besoins en termes de sensibilisation, ça va être notamment ce qui a été identifié, donc de rassurer sur le confort de vie. Sur le montage financier, on en a parlé aujourd'hui, c'est important. Sur la réhabilitation, comment on fait ce montage financier. Et alors, je vais venir sur évaluer l'efficacité des actions de sensibilisation. Effectivement, on peut en faire et au final, on va s'investir, on va mettre en jeu beaucoup de partenaires. Ce qui est important, ce serait de pouvoir valoriser l'impact de cette sensibilisation. Choix du site, que ce soit pour la construction ou de l'achat. Donc, les pilotes sont des acteurs de l'immobilier et le responsable des services des moyens généraux. Les objectifs opérationnels, donc il va y avoir comment on choisit ce site, avec quels critères, avec toujours ce prisme éviter, réduire et ensuite compenser. Donc, les critères vont être sur l'acceptabilité, quel est le coût, quelle est la convertibilité possible du site, quels sont les risques et bien sûr avoir une priorité sur l'optimisation de l'existant et la sobriété foncière. Les impacts qui ont été identifiés, c'est de la valorisation écologique des sites et d'avoir un cadre de travail pour les entreprises qui changent de siège, par exemple. Les partenaires, on voit des spécialistes, donc paysagistes, architectes, ingénieurs, spécialistes de la concertation, des entreprises de travaux et bien sûr les ONG de protection de la nature. Ce qui a été identifié spécifiquement sur cette fiche action, c'est qu'il y avait un véritable besoin de timer et d'avoir différentes étapes. Donc, la première étape étant le diagnostic et la cartographie des sites avec des enjeux de biodiversité, une étape de concertation, de conception, éventuellement de reconcertation derrière, le lancement des travaux et la réalisation des travaux. Pour choisir le site, les besoins qui ont été identifiés sont l'étude d'impact et l'étude des besoins pour pouvoir aller vers de l'évitement. Fiche action convaincre ses clients. Là, c'est porté par la direction générale et en fonction de si le sujet ZAN est traité dans l'entreprise ou pas, ce soit un chef de projet ZAN, soit des commerciaux. Les objectifs opérationnels, ça va être de trouver des indicateurs de suivi pour la connaissance et la sensibilisation de ses clients. Et ça va être de pouvoir faire un argumentaire convaincant auprès de ses clients pour favoriser leur acceptation de ce projet et leur acceptation du risque et du coût potentiel supérieur. Les impacts, ça va être autour de l'appropriation de la démarche, aussi bien en interne que les commerciaux, les salariés vont pouvoir mieux expliquer la démarche de l'entreprise. Ça va être de sensibiliser effectivement les clients, la réduction des coûts, le développement de son marché. C'est aussi un moyen de se dire « je vais finalement pouvoir me distinguer de mes concurrents ». Par contre, les impacts négatifs, c'est que si les clients ne sont pas sensibles, eh bien, ils vont aller vers d'autres promoteurs, par exemple. Sur les partenaires, on a les collectivités, les bureaux d'études spécialisés, les clients, les riverains, la communication de l'entreprise qui va venir appuyer cette démarche de comment
convaincre ses clients d'adhérer à ce projet autour du ZAN. Les calendriers, donc l'identification des profils, la stratégie marketing, la validation de toute cette stratégie et des profils clients et le lancement de la communication. Sur le ZAN dans les marchés, les objectifs opérationnels, donc le principal objectif, ça va être l'acceptation sociale de la densification, optimisation du ratio bâti et espace vert. Ça va être la réduction des mètres carrés imperméabilisés au sol. On va effectivement en zone rurale réduire l'utilisation des espaces naturels agricoles et forestiers et en zone urbaine, essayer de favoriser la création de jardins. Mettre ZAN dans les marchés, ça permet de mettre un accent sur améliorer la qualité du sol sur une partie de la surface, de conserver des zones en pleine terre, d'éviter la fragmentation, d'intégrer les continuités écologiques, de recycler. Sur les impacts sur la biodiversité, ça va avoir des impacts notamment sur la trame brune. On en a parlé tout à l'heure sur les objectifs de renaturation. Ça va être de limiter la fragmentation, l'implication des riverains et de mettre en avant les impacts positifs environnementaux, climatiques et de biodiversité. Les partenaires, donc on est sur des partenaires de bureaux d'études spécialisés, des bureaux d'études naturalistes, des paysagistes et bien sûr les services financiers et juridiques. Les besoins pour aller plus en avant, ça va être des solutions techniques pour la réhabilitation et l'éco-conception des espaces verts et de gestion écologique des espaces verts. Sur la fiche action valorisée de l'engagement. Donc, les pilotes, ça va être le service de l'aménagement, l'urbanisme, les espaces verts, la direction DD et la direction générale. Les objectifs de cette valorisation de l'engagement ZAN, ça va être de convaincre à l'échelle du territoire la collectivité et de faire également de valoriser l'engagement qu'il y a pu avoir au niveau du territoire, donc l'engagement des élus par exemple. L'objectif également, c'est de convaincre le dirigeant de mettre ces actions en place et donc d'associer cette stratégie à des avantages financiers et un avantage d'ancrage territorial. Ça va être également de pouvoir sensibiliser les collaborateurs et de mettre en avant son avantage concurrentiel. Et bien sûr, de montrer que ce engagement ZAN, c'est possible. Les partenaires, différents partenaires, j'y reviens pas, avec des experts, des associations, différents services. Le calendrier, ils ont bien précisé qu'il fallait organiser toutes ces actions de sensibilisation, donc une importance de planification. Et les besoins, ce sera de mettre en avant le fait si on s'engage au-delà de la réglementation, on anticipe les besoins réglementaires. Et pour les élus, si par exemple, ils n'étaient pas sensibles à la biodiversité, on pourrait essayer de trouver des avantages sur la fonctionnalité des sols ou le carbone qui pourrait plus les toucher. Voilà le travail de tous ces participants qui, en peu de temps, ont condensé des informations. Ça mériterait d'être développé. Je vais vous partager le lien vers la fiche de restitution sur le site de l'OFB et vous pourrez les lire plus en détail. J'ai été très vite. Je coupe mon écran. Je cherche l'ensemble des liens pour que vous puissiez accéder aux publications dont on a parlé. Hop. Les voici. Discussion. Ah ben, ils ont été déjà partagés. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce webinaire? Pas de questions? Très bien. Du coup, c'était très dense en peu de temps, mais merci beaucoup à nos intervenants, Kathleen, Valentine et Laurent. C'était très clair.
Merci Annabelle pour l'organisation de ce webinaire. C'était dense, mais voilà. On a pu avoir accès à des publications et à un retour qui était très intéressant. Le replay sera disponible dans quelques jours sur le site de Humanité et Biodiversité et sur leur chaîne YouTube. Merci à vous Merci tous. à tous. Merci à beaucoup. tous, à nos intervenants et aux participants. Et puis à très bientôt. Tout reste à faire, mais on voit qu'il y a plein d'initiatives, plein de solutions. Donc, à l'année prochaine. En attendant, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Il reste encore 15 jours, mais on se retrouvera sûrement l'année prochaine autour de ce sujet qui n'a pas fini de faire parler de lui.